Voilà, c'est lancé. Dernière recommandation, mais j'ai l'impression que tout le monde là-dessus a les bons réflexes aujourd'hui. Pensez bien à couper votre micro juste pour éviter les bruits parasites, comme on est déjà 45. Voilà, ça facilitera les choses pour Caroline. Caroline, je te laisse la main. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu. Écoutez, je prends la main avec un petit peu d'anxiété parce que vous êtes quand même très nombreux et voilà. Et c'est vous quand même les spécialistes. Donc, je remercie Mathieu pour cette invitation. Je remercie le mouvement d'être là. Et puis, merci à tous d'avoir pris un petit peu plus de votre temps pour écouter ces propos. Donc, L'idée, c'est aussi effectivement qu'il y a un échange, hein. Caroline, tu as voulu, si tu me corriges, hein, mais un propos assez ramassé, avec l'idée derrière qu'il y ait vraiment des échanges, des questions et quelque chose d'assez ligne. Donc, n'hésitez pas à la suite de l'intervention de Caroline, à cette fois-ci ouvrir vos micros. voilà. Donc, je suis Caroline Varé. Je travaille en ce moment sur un doctorat de psychologie à l'université Paris-Cité, qui était avant l'université Paris-Descartes. Et donc, ça fait un petit peu plus de 3 ans que je réfléchis sur votre bénévolat. L'objectif de ma thèse, c'est de mieux connaître et de mieux faire connaître les bénévoles en soins palliatifs. Alors pour ça, j'ai plusieurs étapes. La première étape, c'était de savoir qui sont les bénévoles en soins palliatifs, donc de découvrir un petit peu plus leur profil et, comme je fais de la psychologie, leurs ressources, ce qu'ils vivent. Donc ça, c'est le deuxième volet. Quel est le vécu de ces bénévoles? Quels sont les ressentis, les besoins, les attentes, les ressources qui sont disponibles? Et ensuite, s'intéresser à comment on peut les soutenir une fois qu'on a recueilli ces informations. Donc, pour soutenir les bénévoles en soins palliatifs, ce qui est fait classiquement et ce qu'on vous propose en général, ce sont des formations. En France, vous avez de la chance que ce soit quand même de très belles formations et un encadrement, donc, notamment par les groupes de parole. Et donc, pour moi, j'avais eu envie de faire une démarche un petit peu différente et donc de m'intéresser, comme font les soins palliatifs qui s'intéressent à la personne au-delà du malade, donc dans une démarche globale, de m'intéresser un petit peu au bénévole, non pas dans sa fonction, mais dans sa personne. Donc, comment est-ce qu'on pourrait s'intéresser au bénévole en entier, enfin voilà, à la personne du bénévole et comment on peut le soutenir dans son bien-être plus globalement que des choses qui vous sont offertes dans le cadre de votre bénévolat. Donc voilà, c'est sur ça que porte ma thèse. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plutôt du démarrage, donc de l'intervention que j'avais faite pour le congrès de la SFAP à Bordeaux. Donc, la première recherche que j'ai faite, c'était, avant de commencer, de se demander qu'est-ce qui a été vu et fait sur les bénévoles dans la littérature. Donc, on commence toujours un travail de recherche par une revue de littérature pour savoir un petit peu où on en est et pour pouvoir partir de là. Donc, c'est ce travail de lecture que je vais vous partager. Donc, c'est un regard théorique. Donc, les bénévoles, c'est vous, le terrain, c'est vous, les experts, c'est vous. Et moi, je vous propose donc un regard croisé par un partage des lectures que j'ai pu faire sur ce que l'on dit des bénévoles ici et un petit peu plus largement ailleurs, le ailleurs restant limité à l'Amérique du Nord et à l'Europe. Voilà. Donc, voilà pour l'introduction. Et puis après, on pourra voir si cette expérience théorique que je vous rapporte correspond à ce que vous vivez sur le terrain, si ça se rejoint, si ça se contredit et comment on peut s'enrichir de ces deux approches. Voilà pour Merci pour cette introduction, Caroline.
En plus, tu nous fais un peu voyager quand même. Ben, un petit peu. Alors, on reste quand même voilà, sur des pays qui sont comparables. Hein. On reste en Occident. D'accord. Alors, est-ce que je partage mon écran, Mathieu? Oui, tu peux partager. Alors, je vais vous partager donc cette présentation qui avait été faite à la SFAP. Peut-être que certains d'entre vous la reconnaîtront du coup. Normalement, vous devriez avoir ce qu'il faut. C'est bon pour vous? A priori, c'est bon pour tout le monde. Oui. OK. Donc, je vais donc vous parler de bénévoles en soins palliatifs et de leur profil et de leur vécu tel qu'il apparaît dans la littérature scientifique qui a été publiée. Alors, ça fonctionne toujours, c'est très bien. Donc, pour recontextualiser la recherche, tout le monde sait ici qu'il est nécessaire de développer et de diffuser la culture palliative et notamment de faire connaître les acteurs de ce mouvement, dont les bénévoles, qui sont largement méconnus. Cette revue de littérature donc, constitue, comme je vous l'ai dit, le premier volet d'un projet plus global dans le cadre d'un doctorat qui a obtenu un financement donc, grâce à la Fondation Landrieux qui est sous l'égide des Petits Frères des Pauvres. Et cette thèse est entièrement donc, dédiée aux bénévoles d'accompagnement en soins palliatifs. L'objectif donc de ce premier volet, c'était de dresser un panorama du bénévolat en soins palliatifs en Europe et en Amérique du Nord, puisque après, je m'intéresse aux bénévoles français, donc je voulais regarder des bénévoles quand même qui leur ressemblent de près ou de loin. Donc, c'est une revue narrative de la littérature et elle est axée sur les aspects organisationnels, les aspects psychosociaux et les enjeux que l'on peut trouver pour l'avenir. Cette revue de littérature donc permet. Alors, bon, là, c'est un peu technique sur qu'est-ce que c'est qu'une revue narrative de littérature. Je ne suis pas sûre que ça vous intéresse beaucoup, mais donc, ce n'est pas une revue systématique, c'est une revue narrative. Donc, l'objectif, c'était de trouver les articles qui étaient suffisants pour pouvoir dresser un panorama et pas tous les articles comme on le fait dans les revues systématiques. Donc, on utilise des bases de données dans lesquelles on fait des recherches en mettant des mots-clés. Et ensuite, on recherche manuellement si on trouve d'autres choses qui peuvent nous intéresser. Donc, j'ai trouvé des documents qui portaient sur le bénévolat ou sur les bénévoles dans les pays concernés. Ces documents devaient concerner le profil, le vécu ou le rôle des bénévoles. Ils devaient être rédigés en français ou en anglais et être publiés entre 2000 et novembre 2020. Alors, il était exclu des études menées dans des contextes très spécifiques, donc on garde un contexte généraliste, donc on exclut les articles très très spécifiques, comme le milieu carcéral ou la pédiatrie, qui sont un peu particuliers. Et dès qu'on trouve une publication, on regarde si elle fournit des informations nouvelles ou des informations redondantes, et on garde uniquement les informations nouvelles. Alors, à partir de cette recherche, on a trouvé 8 articles qui nous ont permis de faire cette synthèse. En plus, un article dans une bibliographie, un texte de loi et des pages sur le web. Avec ces documents, on a pu fabriquer une synthèse en 3 thèmes. La première portant sur le premier thème étant les aspects organisationnels. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une extrême hétérogénéité quant au rôle, quant à la formation qui est donnée et quant aux caractéristiques contextuelles. Alors, en ce qui concerne le rôle des bénévoles, tous ont pour mission de diffuser la culture palliative. Mais certains, dans certains pays ou dans certaines structures, vont avoir une intervention directe, c'est-à-dire que leur rôle sera de tisser le lien entre la personne malade, ses proches, les soignants et la société civile qu'ils représentent, et d'autres qui auront un rôle indirect, donc ils participeront au fonctionnement des institutions de soins palliatifs, mais ils n'auront pas de contact direct avec les malades.
On aura aussi, dans certains pays, une conception extensive du rôle des bénévoles. Ainsi, aux États-Unis, est considérée comme bénévole en soins palliatifs toute personne qui a une activité quelconque qui permettra d'améliorer la qualité de vie des personnes en fin de vie. Alors que dans d'autres pays, comme la France ou le Royaume-Uni, le rôle des bénévoles est conçu de manière délimitée. Donc, en France, le rôle des bénévoles est centré sur une intervention directe, une présence, une écoute, en principe sans service rendu. Et au Royaume-Uni, le rôle est délimité, mais par contre, l'intervention est indirecte. Donc, les bénévoles vont être concernés par le fonctionnement de la structure ou la collecte de fonds, beaucoup plus rarement par un rôle direct au contact du patient. En ce qui concerne la formation, c'est pareil, on a des choses très hétérogènes. Donc, c'est lié au rôle des bénévoles. Plus l'intervention est directe, plus le rôle est délimité et plus le besoin de formation est important et donc plus il y aura formation du bénévole. Donc, aux États-Unis, au Canada, en France, il y a des bénévoles qui sont très formés et au Royaume-Uni qui sont rarement formés, ce qui est logique puisqu'ils sont rarement en contact avec le patient. Donc, on voit que et puis c'est pareil, plus le bénévolat est réglementé et plus l'organisation sera structurée. Donc, on arrive aux caractéristiques contextuelles. Le niveau de réglementation va être très différent selon les pays. On va avoir des pays comme la France où on aura un niveau le plus important. Donc, la réglementation est donnée par la loi en France. Aux États-Unis, on reste sur un niveau national puisque le programme fédéral Medicare prévoit que si il y a des bénévoles, le remboursement sera accordé. Donc, ils vont encadrer le bénévolat par le biais de Medicare. Et on a d'autres pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou l'Espagne où il n'y a pas de réglementation nationale spécifique. Ce qui concerne l'organisation, c'est pareil. La France, les Pays-Bas, c'est organisé au niveau national. Donc, on trouve des fédérations. Ensuite, au Royaume-Uni, en Allemagne, c'est un petit peu moins. On a des réseaux au niveau national. Et ensuite, aux États-Unis, au Canada et en Belgique, la gestion se fait au niveau local. Pareil, toujours dans les caractéristiques contextuelles, les lieux d'intervention sont très variés en Europe, où on va pouvoir trouver des bénévoles dans tous les lieux où peut se trouver une personne atteinte par une maladie grave et évolutive, tandis qu'aux États-Unis et au Canada, ce sera beaucoup plus limité et on trouvera les bénévoles dans le secteur privé, soit dans les maisons de retraite, soit au domicile. Et on retrouve cette hétérogénéité dans le nombre de bénévoles. Aux États-Unis, on trouve plus de 430 000 bénévoles et en France, moins de 5 000. Ces écarts qui paraissent énormes sont en fait très logiques puisqu'on ne définit pas le bénévole de la même façon. Donc en France, on a une définition extrêmement stricte. Du coup, il y a moins de personnes qui rentrent dans le cadre de cette définition. Alors qu'aux États-Unis, on a une définition extrêmement large. Toute personne qui peut avoir de près ou de loin un rapport avec des personnes en fin de vie va être considérée comme bénévole et donc le nombre, forcément, est bien plus important, sans compter que le pays n'a pas la même dimension, ce qui fait aussi des écarts en termes de chiffres. Voilà. En ce qui concerne les aspects psychosociaux, là, par contre, malgré toute cette hétérogénéité que l'on vient de voir, on a un profil et un vécu qui paraissent similaires. Donc, c'est assez étonnant. On pourra en parler peut-être après. Donc, ils font des choses différentes, ils sont définis différemment, et pourtant, ils ont un profil extrêmement proche et un vécu extrêmement proche. Alors, en ce qui concerne les caractéristiques personnelles, on retrouve absolument partout que le profil type du bénévole en soins palliatifs est une femme de 55 ans ou plus qui appartient à la classe moyenne et qui est en retraite ou en pré-retraite. En ce qui concerne ces caractéristiques psychologiques, on retrouve des traits de personnalité qui sont comparables, agréabilité, extraversion, ouverture d'esprit, stabilité émotionnelle et empathie. Et en ce qui concerne les motivations, un mélange
à des degrés variables d'altruisme et de gain personnel. En ce qui concerne donc toujours le vécu, partout, les bénévoles considèrent que cet engagement leur apporte un épanouissement, malgré certaines difficultés, notamment des souffrances liées au contexte de la fin de vie, des difficultés liées au fait que leur rôle n'est pas forcément clair et des difficultés liées à la communication et à l'intégration avec l'équipe soignante. Ils font état de besoins toujours assez similaires. Ils ont besoin d'être informés, ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin de pouvoir communiquer et ils ont besoin de se sentir intégrés. Et ils ont des aspirations ambivalentes. Ils veulent à la fois être intégrés, mais ils veulent quand même être libres. Parce que si on n'est pas libre, c'est plus du bénévolat. Ils veulent avoir un rôle bien délimité parce que comme ça, ce sera plus facile quand c'est plus clair, mais en même temps, ils veulent que ça reste flexible et souple. Donc, voilà, on voit apparaître ces aspirations un petit peu dans tous les pays étudiés, un petit peu dans tous les contextes étudiés, donc malgré les différences. Ensuite, et la littérature évoque un certain nombre d'enjeux pour l'avenir, la place du bénévole dans le système de soins. Donc, on voit un certain nombre de défis. Donc, les défis principaux, c'est accroître le nombre de bénévoles. Pour accroître le nombre de bénévoles, il y a 2 axes. On développe le recrutement et on pérennise l'engagement de ceux qui sont là. Pour faire cela, comment s'y prendre? Eh bien, déjà, mieux connaître les bénévoles, leurs profils et leurs attentes, à la fois organisationnelles et émotionnelles. Comme ça, on pourra mieux y répondre et on pourra donc mieux les garder. Et également, faire connaître les bénévoles pour pouvoir développer les candidats qui peuvent se profiler. Les recommandations que l'on trouve dans la littérature, donc pour répondre aux besoins des c'est répondre aux besoins des bénévoles pour améliorer leur vécu et leur satisfaction, s'adapter à leurs attentes, donc au niveau de l'information qu'on leur transmet, de la formation et du soutien. Alors, excusez-moi. Tout ça nous amène à des questionnements. Donc, est-ce qu'il faut cibler ou diversifier le recrutement? Est-ce qu'il faut délimiter ou assouplir ou même complètement faire évoluer le rôle du bénévole? Est-ce qu'il faut assimiler le bénévole à l'équipe médicale ou est-ce qu'il faut lui conserver une identité propre? Donc, voilà les questionnements auxquels toutes ces lectures peuvent amener. Et puis, bon, je vous avez mis quelques références. Et voilà pour la présentation. Je ne sais pas si j'ai été un peu trop rapide. On pourra revenir en tout cas si vous avez des questions. Alors, Mathieu, est-ce que c'était clair? Est-ce que j'arrête le partage? Oui, mais dans un premier temps, je pense que tu On peux tout à arrête. fait arrêter le partage. L'idée, c'est effectivement ensuite de voir s'il y a des points qu'on peut approfondir. Peut-être que, enfin voilà, moi j'ai noté aussi plein de questions de mon côté, mais Alors, je ne sais peut-être pas que si dans j'étais un, trop rapide ou si c'était on va possible à voir. Et suivre. puis l'important, c'est que les uns et les autres puissent poser des questions. Moi, j'en ai noté quelques-unes. L'idée, c'est éventuellement que tu puisses aussi indiquer si, depuis cette revue de littérature, à travers l'avancée de tes recherches, il y a d'autres choses que tu as pu noter, d'autres intuitions que tu peux avoir, d'autres champs qui, à tes yeux, méritent d'être explorés. Mais je pense que voilà, il y a peut-être déjà des questions ou des remarques des uns et des autres. On a quand même des choses assez étonnantes, notamment Voilà. cette question du profil extrêmement homogène des bénévoles qui moi, m'a sauté aux yeux. Mais peut-être qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques. N'hésitez pas les uns et les autres. En tout cas, voilà, ce que je vous ai exposé là, ce n'est pas mon point de vue, c'est vraiment ce qui ressort des différents articles que j'ai pu lire. Après, on pourra discuter de points de vue par rapport à tout ça.
Mais je ne sais pas si vous vous y reconnaissez déjà, parce que c'est une revue de littérature sur vous. Est-ce que vous vous identifiez? C'est dur d'être le premier à prendre la parole quand on est 50. Est-ce que, dans ce cas-là, moi, je vais essayer de briser la glace en lançant une première question. Est-ce que, à travers cette revue ou toi, tes recherches par ailleurs, tu as une explication ou des pistes d'explication à ce côté extrêmement homogène du profil des bénévoles? Alors, moi, j'ai plusieurs choses qui m'ont étonnée. Quand on fait la revue au niveau de tout ce qui est organisationnel, donc le début, et qu'on trouve beaucoup d'hétérogénéité, on a beaucoup de documentation. Quand même, pas énormément, mais en tout cas beaucoup. Donc, finalement, quand on a beaucoup d'informations, de trouver une certaine hétérogénéité, ce n'est pas très étonnant. Et quand on passe au profil psychologique, là, on n'a quasiment rien. Donc, du coup, moi, je me pose la question, est-ce que la similitude vient du défaut d'information? Donc, en fait, ça paraît tout pareil, mais c'est simplement parce qu'on n'a pas d'information. On a 10 études qui se courent derrière, qui ont toutes été faites aux États-Unis. Donc, du coup, elles sont toutes pareilles, mais est-ce que ça veut dire que c'est tout pareil partout? Est-ce que c'est un manque de données qui fait qu'il y a une similitude? Ou est-ce que c'est une vraie similitude? Ça, c'est la première question que je me pose. Après, j'ai quand même envie de dire qu'il y a quand même une vraie similitude parce que ce profil de femme de 55 ans, on le retrouve non seulement chez les bénévoles, mais on le retrouve en soins palliatifs, mais on le retrouve aussi chez les bénévoles de manière plus large, même qui ne sont pas en soins palliatifs. Donc, euh, c'est peut-être, enfin voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui existe. C'est aussi des données qui sont cristallisées sur une certaine époque et qui ne sont pas forcément l'avenir. C'est-à-dire que ce profil, avec les temps qui bougent, avec le travail qui change, il est amené quand même à bouger. Par contre, le profil psychologique, il y a un vrai manque de données. Donc la similitude, je ne sais pas si elle est réelle ou si elle est due à une absence d'études. Toi, demain, si tu devais poser quelques questions, par exemple, si tu avais accès comme ça à une tribune aux 1300 bénévoles d'être là, tu aurais envie de leur poser quoi prioritairement comme question sur leur vécu? Déjà, j'aimerais savoir s'ils se reconnaissent avant de. Parce que moi, je vous donne ce que j'ai eu, mais j'aimerais. Enfin, c'est toujours rassurant de savoir si ça vous parle. Alors, moi, je veux bien répondre. Je m'appelle Audrey et je suis bénévole en région parisienne. Donc, moi, je me reconnais partiellement dans ce profil parce que j'ai moins de 55 ans et je suis ni en pré-retraite ni retraitée. Je suis une femme. Donc, je me reconnais là-dedans. Je me reconnais aussi, je pense, dans l'empathie et puis dans la motivation qui est à la fois altruiste, mais à la fois pour un gain personnel aussi, hein, très clairement, il y a les deux volets. Après, nous, dans l'équipe dans laquelle j'interviens, on est 5, il y a quand même un homme. Alors, tous sont retraités ou pré-retraités. Donc, on est 4 femmes et puis il y a un homme. Et dans la session de formation que j'ai faite, parce que je suis jeune bénévole, j'ai envie de dire, j'ai commencé l'année dernière. Et dans la session de formation, il y avait quand même aussi pas mal d'hommes. Donc, ma perception, c'est qu'il n'y a certainement pas que des femmes, c'est sûr. Et puis, il y avait aussi quelques personnes qui n'étaient pas retraitées. Voilà pour mon témoignage. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Alors, j'ai 3 autres questions. Je vais commencer voilà, dans l'ordre où elle s'affiche devant moi par Bertrand. Tu voulais intervenir? Oui, alors bonsoir à tous. Je suis Bertrand Baudouin, je suis le vice-président de la structure Être là.
Et je voulais rassurer Caroline, je me retrouve grandement dans ce que vous avez présenté. Cependant, je voudrais ajouter qu'il y a, moi j'ai constaté, je suis aussi responsable d'une association de soins palliatifs dans les Hauts-de-France, Cambrai-Douai, et j'ai constaté à l'échelle du Cambrésis-Douaisis une évolution par rapport notamment à l'âge et au fait que les nouveaux bénévoles ne sont plus, mais vous venez de enfin, la dame qui est intervenue avant moi l'a précisé très bien, les nouveaux bénévoles ne sont plus forcément des retraités ou des pré-retraités. J'ai la chance d'avoir accueilli dans mon association 6 personnes qui ont encore, enfin 6 personnes sur plusieurs années bien sûr, mais qui ont encore un engagement professionnel. Et je considère que c'est une richesse parce que j'ai toujours considéré que les bénévoles d'accompagnement étaient un peu les porte-parole de la société civile et puis les représentants auprès des personnes qui s'éloignent de la vie. Et ces gens-là amènent une fraîcheur, le souffle de l'extérieur dans l'institution de soins. Et c'est une richesse parce qu'elles sont en capacité de nous expliquer à nous, les responsables d'associations, lorsque vous avez une manifestation grand public à organiser, ne prenez pas tel sujet parce que ça, vous êtes hors sol, ça ne va pas intéresser les plus jeunes ou ça ne va pas intéresser, prenez tel thème. Enfin, il y a une évolution qu'il faut prendre en compte de la structure du bénévolat. On a chez nous 3 hommes sur un groupe d'une quinzaine de personnes et je dis 6 même 7 personnes qui ont un engagement, enfin qui sont toujours en poste de travail et qui ont par conséquent aussi des contraintes familiales. Et ce qui enrichit selon moi le temps accordé au bénévolat, c'est-à-dire que c'est du temps qu'on passe pas avec son conjoint, ses enfants, etc. Mais votre recherche est très, très pertinente. D'ailleurs, on avait eu l'occasion, je pense avoir eu l'occasion d'en discuter avec vous au téléphone et puis à Bordeaux en tête-à-tête. Tout à fait. Merci. Merci Bertrand. Merci. Alors, moi, je voudrais tu vous veux réagir, dire, Caroline cette revue de littérature est un état des lieux à une date déterminée. C'est une photographie statique qui date, puisque j'ai pris des documents jusqu'à 2020 dans mon souvenir. Donc déjà, les documents publiés en 2020, ils ont 1 ou 2 ans d'antériorité. Donc, bien entendu, c'est un état des lieux passé sur lequel on réfléchit, qui nous sert de support. Mais oui, le bénévolat, moi, je le vois, il évolue tous les jours, il évolue assez vite. On a en plus eu la crise du Covid après cette revue de littérature qui a aussi fait changer les choses. Donc, c'est vraiment un support de réflexion pour vous. Mais évidemment, moi, je pense que le profil des bénévoles, il bouge et qu'il se rajeunit. Les hommes rentrent dans le bénévolat. Enfin, c'est vraiment une photo pour lancer des réflexions. Mais moi, je pense que vous êtes en évolution. Enfin, c'est en mouvement comme Ça rejoint le ressenti qu'on fit par Laurence là, dans le fil de discussion qui dit qu'elle elle rejoint le ressenti de Bertrand et que notamment dans le cadre des recrutements qui ont pu avoir lieu depuis la fin de la période de crise sanitaire, il y a eu plus de bénévoles actifs qui se sont également engagés. Je vais laisser la parole à une deuxième personne. Alors, pardon, ça s'affiche, votre nom s'affiche comme Moto G. J'imagine que c'est pas ça votre nom, mais je peux vous laisser prendre la parole et nous poser votre question ou nous partager votre remarque. Sauf si vous avez levé la main par erreur. Hop. Dans ce cas-là, je vais laisser la parole à Denise. Oui, merci et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis bénévole à l'association Être là du Gard, mais je ne suis pas bénévole d'accompagnement, donc je ne vais pas répondre à la question que vous lancez. Par contre, j'ai envie de poser une question complémentaire.
Dans votre revue de littérature, les articles font-ils mention de, ont-ils interrogé les soignants, sur comment est vécu et comment sont intégrés les bénévoles dans les équipes soignantes en soins palliatifs? Je souhaiterais savoir si vous avez trouvé des choses là-dessus, parce que en France, c'est pas évident dans les structures sanitaires ou médico-sociales d'avoir un sentiment d'intégration. En tout cas, c'est ce que j'entends du côté de nos bénévoles. Merci pour votre réponse. Bonsoir, merci beaucoup Denise pour votre question. Alors, vous me demandez si j'ai lu des choses sur ce que disaient les soignants des bénévoles, c'est ça? Oui, c'est ça. On est d'accord. Oui. Alors, en fait, quand on fait une recherche, on a un sujet qui est délimité. Donc, ma recherche portait sur les bénévoles. Donc, c'est une autre recherche que de demander aux soignants ce qu'ils pensent des bénévoles. Ce n'est pas la recherche que j'ai menée, c'est tout à fait pertinent comme question, mais je n'ai pas fait cette recherche-là. Moi, je me suis intéressée aux bénévoles, à qui ils étaient et ce qu'ils vivaient. Donc, par contre, on retrouve quand même ce que vous dites, c'est-à-dire que dans les attentes des bénévoles, c'est je souhaiterais être plus écoutée, intégrée, reconnue, etc. Donc, je n'ai pas le regard des soignants, mais j'ai lu beaucoup qu'une des attentes majeures des bénévoles était sur le regard qu'on portait sur eux de la part de l'équipe soignante. Donc, il y a des endroits où ça se passe très bien, des endroits où ça ne se passe pas très bien. C'est une grande hypocrisie de dire que ça se passe très bien partout. Ce n'est pas vrai. C'est un des sujets majeurs des bénévoles en place. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas le sentiment d'être bien intégrés, bien accueillis et d'être reconnus pour ce qu'ils font, ils ne restent pas dans le bénévolat parce que c'est une souffrance. Mais ce n'est pas pour ça que c'est une souffrance partout. Enfin, il y a des endroits où ça se passe extrêmement bien, mais en tout cas, c'est une véritable attente de la part des bénévoles d'être intégrés à cette équipe soignante. Avec cette ambivalence quand même que je vous note, c'est-à-dire oui, je veux être intégrée, mais je veux rester libre. Donc, on n'est pas, enfin, le personnel soignant est un personnel rémunéré. Il ne s'agit pas de fusionner les bénévoles à l'équipe soignante. Il faut, voilà. Donc, c'est toujours un petit peu ambivalent. On veut être bien intégré à l'équipe soignante, mais on veut pas en faire partie. Enfin, on veut en faire partie, mais on veut pas en faire partie. Et eux, ils sont pareils. Hein. Ils veulent, mais ils veulent pas. Enfin, voilà. Mais, bon, je vous remercie pour votre réponse, mais je crois que c'est un des enjeux du bénévolat. C'est précisément, il faudrait étudier les facteurs qui font que cette intégration se fait bien ou ne se fait pas bien. Je crois que alors, là-dessus, il y a une étude très intéressante du Canada où ils voient que c'est un problème, enfin, en tout cas, c'est un sujet. Et il propose des solutions. C'est ça qui nous intéresse. Et il propose une solution que moi, je trouve très intéressante. Alors, c'est une très petite étude avec un très petit nombre de sujets, mais je trouve que leur proposition est très intéressante. Ils disent que si on veut que ça se passe bien, il faut que les gens se connaissent, parce que c'est toujours la même histoire. Il faut que les gens se connaissent. Et pour qu'ils se connaissent, il faut qu'ils se rencontrent, et si possible, dans un cadre un petit peu différent. Et du coup, ils proposent des formations qui mêlent les équipes soignantes aux équipes bénévoles et non pas des formations qu'ils appellent top-down, mais des formations égalitaires, c'est-à-dire des formations dans lesquelles chacun va apporter son expérience pour que les uns puissent s'enrichir des autres, en disant que les bénévoles sont des personnes justement d'un certain âge, ce ne sont pas des élèves qu'on met sur le banc, et ils peuvent tout à fait raconter des histoires intéressantes qui vont intéresser les soignants et qui vont leur apporter quelque chose. Donc, ils proposent des formations pluridisciplinaires dans lesquelles il n'y a pas un maître et un élève, mais où tout le monde s'apprend des choses. Moi, je trouve ça très intéressant. Merci Caroline. Je crois que Françoise, tu voulais intervenir.
Oui, dans les statistiques, tu notes qu'aux États-Unis, il y a 425 000 bénévoles, mais que ça comprend tous les aidants. Je ne sais pas si en France, on pourrait, auprès des associations d'aidants, connaître quels sont ceux qui ont accompagné des fins de vie. Je pense que ce serait intéressant de voir un peu le ratio entre les pays, quoi. Bonsoir Françoise, merci. Ouais. C'est pas les aidants. En fait, c'est la définition des bénévoles qui interviennent en soins palliatifs qui est très, très, très fluctuante, enfin très différente. Voilà. Et aux États-Unis, ils considèrent que est bénévole en soins palliatifs toute personne qui fait quelque chose pour améliorer la qualité de vie des personnes en fin de vie. Donc, ce n'est pas les aidants, mais c'est n'importe qui va faire du secrétariat à l'hospice. Ah, d'accord, ok. Hein, et du coup, bon, déjà les États-Unis c'est plus grand, hein, donc forcément ils sont plus Oui, nombreux, non, même si on les prend comme nous. Mais nous, on va considérer que est bénévole en soins palliatifs une personne qui est dans le cadre de la loi, qui fait de l'écoute sans intervenir, que les personnes qui vont à l'hôpital pour faire de la lecture, c'est pas des bénévoles en soins palliatifs, alors que c'est tout le monde. D'accord, ok. Donc du coup, ils sont beaucoup plus nombreux forcément. Hein, voilà. Mais c'est pas ce que nous, en tout cas, nous en France, il y a des gens qu'on appelle aidants et c'est pas les mêmes. D'accord, ok. Merci Caroline. Ça va, c'est clair, Ouais, Françoise. ouais. Très. D'ailleurs, Caroline, à travers tes recherches, est-ce qu'à ta connaissance, il y a un autre pays dont le modèle finalement est proche de la France, c'est-à-dire avec quand même des bénévoles extrêmement dédiés à la relation avec le patient, aussi formés que nous, mais qui auraient trouvé une recette pour avoir plus de bénévoles. J'ai vu par exemple le chiffre voilà, de l'Allemagne ou les Pays-Bas. Est-ce que finalement leur nombre de bénévoles plus important proportionnellement par rapport à la France s'explique parce qu'il y a plein de bénévoles qui font d'autres choses et qui sont moins formés? Ou est-ce qu'au contraire, ils ont trouvé peut-être une recette magique de recrutement qu'on ne connaîtrait pas tout en ayant les mêmes attentes, les mêmes exigences que nous en France? Alors, je parle sous votre contrôle à tous. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des bénévoles qui soient définis de la même manière que chez nous. Je crois que les bénévoles d'accompagnement en soins palliatifs tels qu'ils sont définis par notre loi française sont quelque chose d'unique. Mais peut-être que certains d'entre vous sont encore plus calés que moi sur ça. Mais moi, je dirais que non. Je dirais qu'on est les seuls à définir les bénévoles en soins palliatifs de cette façon-là. Et je pense qu'on est les seuls à les définir dans la loi. Ah oui. Mais du coup, enfin voilà, le fait que nos bénévoles en soins palliatifs soient définis dans la loi, ça conditionne tout. Parce que c'est fondamental. C'est ça qui fait, c'est le seul bénévolat qui est défini par la loi, même en France. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a aucun autre bénévolat qui est défini dans la loi. C'est le seul. Donc les bénévoles en soins palliatifs en France sont originaux en France avant d'être même originaux ailleurs. Donc moi, je pense que c'est vraiment un bénévolat extrêmement spécifique. Et le fait qu'il soit défini dans la loi, ça a des conséquences sur tout. C'est-à-dire que c'est à cause de ça qu'ils sont formés. Il y a des fonds publics qui sont dédiés à cette formation. Le fait que le bénévolat en soins palliatifs soit inscrit dans la loi, pour moi, c'est quelque chose de majeur. Parce que quand j'ai voulu faire mon deuxième volet de recherche, alors je digresse un petit peu, il fallait, la deuxième étude de ma thèse, c'est de s'intéresser donc aux bénévoles en soins palliatifs en France et de savoir s'ils sont différents de leurs autres compatriotes. Donc, à deux niveaux, est-ce que les bénévoles en soins palliatifs français sont différents des personnes de la population générale? Et est-ce que les bénévoles en soins palliatifs en France sont différents des autres bénévoles? Et du coup, pour pouvoir faire cette étude, il fallait donc que je crée 3 groupes de participants. Les participants qui seront dans le groupe bénévole en soins palliatifs, les participants qui seront dans le groupe bénévole non en soins palliatifs, et ensuite des personnes de la population générale. Et bien, quand je vous ai demandé à tous, aux uns et aux autres, mais comment je fais pour définir un bénévole en soins palliatifs,
Parce que finalement, un bénévole qui va à l'hôpital, qui voit des personnes qui sont gravement malades et qui leur fait la lecture ou qui leur fait le nez rouge ou qui c'est des bénévoles en soins palliatifs ou ça en est pas. Enfin, on a eu quand même de longues discussions pour savoir comment on allait vraiment clairement définir qu'est-ce que c'était qu'un bénévole en soins palliatifs. Parce que le critère de l'USP, ça ne le fait pas. Il y a des bénévoles en soins palliatifs qui sont en réanimation, qui sont dans des services généraux, qui sont dans des EHPAD. Enfin, donc ça ne marchait pas. Et le critère qu'on a fini par trouver le plus pertinent, ça a été que le bénévole en soins palliatifs, il a une obligation de formation. Ce n'est pas le seul qui est formé. Il y en a d'autres, des bénévoles qui sont formés, mais le bénévole en soins palliatifs, il est obligatoirement formé. Et donc, c'était par le fait qu'il y a cette loi. Cette loi qui fait qu'on est obligé de former ces bénévoles et qu'on déploie des fonds pour ça. Donc après, Françoise, peut-être que tu pourras plus nous en dire là-dessus, mais… C'est-à-dire que le bénévole, il a une obligation de formation et les associations, elles ont une obligation de sélection et de suivi. Donc, c'est même pas valable pour les autres bénévoles en France. Donc, les bénévoles en soins palliatifs, c'est spécial pour moi. Il y a une particularité, c'est le conventionnement avec les établissements de soins. Enfin, moi qui viens d'associations dans le champ de l'éducation, rien sur un plan légal ne nous obligeait à avoir une convention avec tel ou tel établissement scolaire. Certains souhaitaient qu'il y ait ce cadre-là, mais il n'y avait rien qui le dictait, alors que là, effectivement, on a quand même ce cadre aussi d'intervention vraiment en articulation avec les soignants et l'organisation des soins. C'est un bénévolat qui est effectivement extrêmement encadré et la responsabilité des associations est une grande responsabilité, notamment, comme le disait Françoise fort justement, dans le cadre de la sélection, qui est une sélection qui doit se faire aussi sous la supervision d'un ou d'une psychologue extérieure à la structure dans laquelle interviennent les bénévoles. Et après, tout un cursus de parrainage et des entretiens de proche en proche avec le coordonnateur d'équipe, à nouveau un entretien avec la psychologue en fin de période de parrainage, c'est quand même toute une responsabilité quand même importante de la part des associations. Et en effet, les bénévoles sont très à la recherche d'une reconnaissance, même s'ils ne l'expriment pas comme ça, par l'équipe soignante. Ils sont très, très fiers lorsqu'ils sont impliqués dans ce qu'on appelle les transmissions, c'est-à-dire que mes collègues bénévoles participent aux transmissions avec l'équipe soignante une fois toutes les semaines. Et ça, c'est pour parler un peu de l'intégration des équipes de bénévoles. Et ils sont très, très, très fiers de pouvoir travailler au même degré que les médecins et les infirmières. Je voudrais quand même mettre une précision sur la sélection. Il n'est pas obligatoire qu'elle soit faite par un psychologue. Ça, c'est une recommandation de la SFAP et que la majorité des associations suivent parce que c'est une bonne pratique, mais la loi n'y oblige pas. La loi, elle oblige à sélectionner, mais pas forcément par un psychologue. En fait, vous avez la responsabilité de votre sélection. Absolument. Et bon, les recommandations de la SFAP sont tout à fait pertinentes et nous assurent d'avoir la bonne démarche, quoi. Mais par exemple, la loi impose, par exemple, que les bénévoles appartiennent à une association. Ah c'est-à-dire oui. Qu'une personne qui veut aller faire du bénévolat, qui va frapper à la porte de l'hôpital en disant bonjour, moi je voudrais bien venir, eh ben non, c'est pas possible. Non. Le bénévole en soins palliatifs doit appartenir à une association. Et l'association doit impérativement signer une convention avec ce qui nous limite. D'ailleurs, là, on veut développer le domicile. Mais il va être compliqué de développer le domicile si on n'étend pas la signature des conventions, non pas aux établissements, mais par exemple aux médecins traitants. Pour rebondir sur un des derniers points que tu as abordé, Caroline, tu as dit que tu avais commencé à comparer à travers des panels la population des bénévoles en soins palliatifs, celle de la population des bénévoles hors soins palliatifs et celle de la population générale. J'imagine que tous les participants de ce soir brûlent de savoir
s'ils sont vraiment très différents, très singuliers? Alors, oui, je peux vous parler un petit peu de ça. Donc déjà, beaucoup d'entre vous font partie du panel de cette étude de profil. Donc, merci déjà d'avoir participé. Et les résultats sont relativement étonnants. Donc là, je suis sur les bénévoles français en soins palliatifs, comparés à des personnes qui ne sont pas bénévoles et comparés à des personnes qui sont des bénévoles relativement proches, c'est-à-dire des bénévoles du secteur sanitaire et social, mais qui n'ont pas de contact avec les malades palliatifs. Alors on compare sur un certain nombre de facteurs et pas sur, pas sur tout. Donc mon idée, c'était de les comparer sur ces fameux facteurs sociodémographiques qui émaillent la littérature. Donc là, oui, on est bien sur des femmes. Le profil sociodémographique se retrouve. Mais il se retrouve aussi chez les autres bénévoles, pas que chez les bénévoles en soins palliatifs. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était d'interroger ces 3 catégories de personnes sur leurs ressources psychologiques, puisque l'idée de ma thèse, c'est ensuite le soutien. Et donc, le soutien, on s'appuie sur les ressources. Pour proposer d'aller mieux, on s'appuie sur ce qu'on a. Donc, on voulait voir un petit peu qu'est-ce que les bénévoles avaient comme ressources et s'ils avaient des ressources différentes ou pas des autres. Et donc, on trouve effectivement que les bénévoles ont beaucoup de ressources, mais les autres aussi. Donc, en fait, les bénévoles, ce qui les différencie vraiment, les bénévoles en soins palliatifs, des 2 autres groupes, c'est leur âge. Donc, ils sont un petit peu plus âgés. C'est leur formation, ben oui, forcément, puisqu'elle est obligatoire en France. Alors, j'ai trouvé 98% de répondants bénévoles en soins palliatifs formés, et pas ça dans les autres groupes, ce qui était quand même attendu. Sinon, il y aurait eu, à mon avis, des fausses réponses. Donc, ce qui différenciait, ce qui finalement faisait vraiment la différence, c'était l'âge et la formation. Donc, du coup, le reste, oui, un petit peu, mais à se demander si c'est pas l'âge. Donc, le bénévole en soins palliatifs était un petit peu plus fort dans les scores de ressources, mais finalement, est-ce que c'est pas le fait qu'on obtient une sagesse absolue quand on devient plus âgé? Donc, est-ce que c'est vraiment l'activité en soins palliatifs qui augmente la… Alors, il y a 3 questions, parce que je n'ai pas de réponse là-dessus. Les bénévoles en soins palliatifs ont des scores de ressources un petit peu supérieurs aux 2 autres groupes. Ça perd sa significativité quand on inclut les facteurs sociodémographiques. Donc, la question, c'est, il y a 3 possibilités pour expliquer ça. Premièrement, ils ont des scores de ressources plus forts parce que ils sont plus forts. OK. Ou alors, parce que ça masque d'autres facteurs, enfin, c'est expliqué par d'autres facteurs, notamment par l'âge, ou alors par la pratique de ce bénévolat. Donc, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que leurs ressources sont à l'origine un petit peu plus hautes? Est-ce que c'est leur vécu d'engagement qui leur fait développer ces ressources, ou est-ce que c'est leur parcours de vie, leur âge? Voilà. Ça, je pourrais pas vous donner la réponse. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que quand on fait une comparaison juste sur les ressources, on obtient des scores différents. Et dès qu'on fait une modélisation, on inclut d'autres facteurs, la significativité disparaît et c'est l'âge qui reste significatif. Je ne sais pas si c'est clair comme explication. Janine, je vois ta main se lever virtuellement. Voilà, je vais essayer de parler un peu, mais je sors du Covid là et je ne suis pas en pleine forme. Hein. Donc, moi, je répondrai à Caroline par rapport à ce qu'elle vient de dire, c'est que je pense que le parcours de vie a aussi une importance très grande chez les bénévoles. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte.
dans le bénévolat. Le fait de faire ce bénévolat, on ne le fait pas pour rien non plus, je pense. Et puis, je crois vraiment le parcours de vie a une grosse importance. Il peut avoir donné des ressources comme des faiblesses d'ailleurs, ce parcours de vie. Hein. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je me retrouvais dans le profil aussi, mais actuellement, nous sommes dans une période de grands changements au niveau des associations de bénévoles. C'est vraiment, enfin, en tout cas, moi, je suis à Vannes, hein, donc c'est vraiment très important. On s'aperçoit que là, on a eu pas mal de demandes et on s'aperçoit aussi, nous, ce qui va nous manquer dans les mois à venir, c'est d'avoir des bénévoles anciens pour faire du tutorat, pour faire de l'accompagnement. Parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui quittent la fonction d'accompagnant, qui restent dans l'association, mais qui quittent la fonction d'accompagnant parce que ils arrivent un peu au bout de leur cursus d'âge aussi, on va dire, hein, et d'une certaine fatigue aussi, mais ils n'ont pas envie de quitter l'association. On a eu aussi des pertes de bénévoles avec les gens non vaccinés. Et là, on s'aperçoit, nous, que notre grande difficulté, elle va être pour faire le tutorat. Donc, on va être obligé de mettre un groupe de travail en place pour savoir comment on va pouvoir tutorer des nouveaux bénévoles, peut-être sans la présence de quelqu'un. Donc, c'est très compliqué. Je trouve que c'est très compliqué. Et le monde du bénévolat change. Le monde des soignants change aussi. On s'aperçoit bien, les soignants ne restent plus comme avant. Et le monde des malades se modifie aussi. Les gens n'ont plus les mêmes attentes. Donc, je crois qu'on est vraiment dans une grande transition de changement et que par rapport à ce que la revue qui a pu être faite à un moment donné, je pense que si on en faisait une dans quelques années, on ne serait plus du tout dans les mêmes critères. Voilà. C'est juste une constatation, je dirais. C'est certain. Merci de m'avoir écouté. Moi, j'ai deux questions écrites que je voudrais relayer avant de passer la parole à Annick. On a Mireille qui demande est-ce que si la formation, finalement, c'est l'unique vraie différence qui nous rend si spécifiques, est-ce que si toute la population était formée ou plus formée, elle pourrait adopter ce type de bénévolat voilà, de manière aussi, je pense, avec un peu de provocation et un peu d'humour. Mais voilà, Caroline, est-ce que tu penses que si finalement on essayait de diffuser par la formation, on essayait de former un maximum de monde, on pourrait beaucoup plus faire adopter ce bénévolat? Alors, je n'ai pas vraiment de réponse à ces questions et en plus, je pense que votre expérience de recrutement de terrain vous donne quand même des sentiments plus affinés et plus justes que le mien sur ces questions. Moi, je pense, en tout cas, d'après ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu discuter avec vous, que le bénévolat est en grande mutation aujourd'hui, que le profil que j'ai vu est un profil statique qui est en grand mouvement aujourd'hui, que les bénévoles, les soins palliatifs, c'est quelque chose de très récent, de très moderne, et qu'aujourd'hui, les bénévoles en soins palliatifs, c'est presque des gens qui étaient là à l'origine. Hein, donc, il y a encore parmi vous des pionniers de ce bénévolat, et ce bénévolat, avec le Covid, avec l'âge des gens qui avancent, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de bénévoles qui arrivent sur le terrain et du coup, il y a des changements majeurs, même de profil de bénévoles qui se font, les besoins qui évoluent, enfin, ça bouge énormément. Donc, déjà, mon profil, il va bientôt être obsolète. En plus, il vous sert à réfléchir pour évoluer, donc il va être d'autant plus obsolète. Mais bon, c'est l'idée. Donc, une revue de littérature, quand on fait de la recherche scientifique, à plus de 5 ans, on ne va même plus les chercher, les études. Hein, elles sont périmées, clairement. Donc, mon étude n'est pas loin de la péremption. Donc, quand vous me dites ça bouge, vous avez tout à fait raison. Donc, moi, je pense que ça bouge très fort, que les gens sont un petit peu différents et que oui, je pense quand même que le profil des bénévoles n'est pas si différent de celui
d'un peu n'importe qui, que ce qui amène les gens dans le bénévolat en soins palliatifs, c'est la connaissance de ce bénévolat, le plus souvent par leur parcours de vie, le plus souvent par le fait qu'ils ont accompagné quelqu'un qui était proche d'eux et qu'ils ont découvert les soins palliatifs à ce moment-là, qu'après quelques temps, parce qu'il y a le deuil qui doit faire son cours, etc. Mais en tout cas, ils arrivent à ce bénévolat en soins palliatifs de par leur parcours de vie et que donc la clé du recrutement, elle se fait par la diffusion de la culture palliative, par la meilleure connaissance par la population générale des soins palliatifs et du bénévolat en soins palliatifs et que pour recruter, il faut se faire connaître. Ça, je pense que c'est vraiment une clé. Merci Caroline. Je prendrai des questions écrites après, enfin en tout cas je les relayerai. Je vais laisser la parole à Annick. Oui, merci. Je voulais juste faire une remarque qui rejoint un peu ce qu'a dit Caroline. Deux remarques en fait. Une, c'est que je pense qu'on trouve dans le nouveau nom de l'ASP être là une clé un peu, parce que je trouve que c'est très bien choisi, de ce qui fait que on est un peu à un moment de notre vie, majoritairement dans le bénévolat en accompagnement soins palliatifs, on est dans l'être, on a le temps et la disponibilité pour être dans l'être et pour être à l'écoute. Moi, je suis assez pragmatique là-dessus. Je pense qu'il y a une question de disponibilité et les gens plus jeunes sont encore dans le faire. Ils se cherchent eux-mêmes, ils travaillent, ils sont occupés, ils ont leur famille, enfin, et qu'il est difficile dans sa tête, dans son cerveau, d'être à la fois dans l'écoute de l'autre et dans l'accomplissement de sa propre vie personnelle et professionnelle. Et donc, voilà, certains ont la chance, ceux qui ont la chance de vieillir, ont la chance de pouvoir être à l'écoute de l'autre et d'être là. Voilà, c'est un privilège qu'ont effectivement les gens qui sont à remarque, c'est que j'entendais tout à l'heure ce qui se disait sur la relation entre les bénévoles et les soignants. Je pense que les choses se feront d'elles-mêmes, cette relation facilitée lorsque du soin palliatif aura grandi. Et quand on sera dans une société où on sait de quoi on parle quand on parle de soins palliatifs, et moi je constate que c'est encore très grandement peu connu, y compris des soignants. Alors moi, je suis en accompagnement en EHPAD. Nous avons de bonnes relations, l'équipe a de très bonnes relations avec les soignants d'une manière générale, mais je ne sais pas, ça c'est une question que je me pose à haute voix, je ne sais pas si c'est en la perspective de ce que l'on veut être auprès des personnes que l'on accompagne. Est-ce que c'est souhaitable d'être intégré, j'ai entendu le mot intégré à l'équipe soignante, je pense qu'on est dans deux champs différents. Comme disait, je crois, Caroline au début, on s'intéresse aux personnes et pas aux malades. Moi, très sincèrement, ça ne m'intéresse pas de connaître les pathologies des gens que je vais accompagner. Je veux simplement qu'il y ait une compréhension mutuelle entre les soignants et les bénévoles de ce que nous apportons ensemble de manière complémentaire à la personne qui est dans sa chambre et qui est en souffrance. Voilà, moi, sur le plan de la relation humaine, on a vraiment envie que ça se passe au mieux, mais sur le plan de l'organisation, je ne suis pas sûre, personnellement, d'avoir envie d'être intégrée dans l'équipe soignante parce que nous sommes pas dans le même, tout à fait dans le même champ. Voilà, c'est ce que je voulais dire, juste. Merci pour ce partage, Annick. Oui. Je vais. Tu voulais intervenir, Caroline. Ouais, oui, merci beaucoup, Annick, parce que c'est exactement, ça restitue exactement ce que j'ai pu lire en faisant ce travail. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce travail de revue de littérature, pour moi, c'est la connaissance. C'est-à-dire, plus on va connaître et plus on va pouvoir discuter. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas de donner des réponses, hein. C'est d'améliorer la connaissance des bénévoles et de ce bénévolat pour pouvoir en discuter.
Et donc, les regards croisés sont très intéressants et justement, il n'y a pas de décision qui émerge, il y a une discussion qui doit émerger. Et donc, il y a ceux qui disent « moi, je suis en souffrance parce qu'on ne me regarde pas, on ne me connaît pas, on ne me reconnaît pas dans l'équipe soignante et je vais être plus intégrée ». Et il y a les autres qui disent « mais moi, je suis là pour être présent et j'en ai bien rien à faire de savoir la pathologie ». Et vous avez tous raison et c'est justement de connaître ces deux voies qui permet de se poser et de réfléchir. Et pour moi, la question du futur qui va se poser pour le bénévolat en soins palliatifs, puisqu'on est dans une période de mutation, c'est justement qu'est-ce qu'on va faire pour évoluer, parce qu'il faut évoluer, et qu'est-ce qu'on va refuser de faire, parce que si on le fait, ce ne sera plus de l'évolution, ce sera de la perte d'identité. Et c'est cette discussion qui est, à mon avis, au cœur des enjeux, qui on est, qui on veut être, qui on est, et qu'est-ce qu'on va pouvoir bouger, qu'est-ce qu'on ne va pas pouvoir bouger, en sachant qu'on ne sera pas tous d'accord et que justement, c'est ça qui fait la richesse des choses. Il y a une question peut-être enfin en tout cas une question écrite qui fait écho par rapport à ce que tu viens de dire dans ces évolutions. Il y a une personne qui demande, est-ce que vous, dans vos associations, vous constatez avec les nouveaux bénévoles qui arrivent qu'il y a aussi plus d'impatience que par le passé à arriver vite sur le terrain, plus d'envie de découvrir ce qu'est ce bénévolat et du coup une plus grande difficulté à gérer les temps d'attente entre la première phase de rencontre, celle de recrutement, puis de formation, de parrainage, etc. En tout cas, moi, mon impression, c'est que on retrouve ce questionnement dans pas mal d'associations et que ça devient un vrai sujet de travail. Mais voilà, je voulais partager ça pour voir si ça rebondissait chez certains d'entre vous. Janine, tu voulais repartager quelque chose? Oui, je voulais juste repartager sur le mot intégration. Je pense que ce n'est pas celui-là qu'il faut utiliser pour les équipes soignantes. Je pense que nous sommes des partenaires de l'équipe soignante, c'est-à-dire que ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que le bénévole est quand même reconnu par l'équipe soignante. Alors, il peut, dans certaines structures, participer ou non aux transmissions. En tout cas, dans les lieux où ça se fait dans notre association, c'est plutôt très satisfaisant pour les bénévoles qui y vont et c'est aussi très satisfaisant pour l'équipe. Et je pense que c'est aussi un moyen, je ne dis pas que c'est bien pour tout le monde, hein, mais je pense aussi que c'est un moyen peut-être aussi pour éviter, si on nous connaît mieux, qu'on arrive sur un bénévolat de service. Et là, moi, je ne serais pas d'accord qu'on arrive sur un bénévolat de service parce qu'on n'aura plus notre identité de bénévole d'écoute et d'accompagnement. On va être dans un bénévolat du faire à ce moment-là. Voilà. Donc, ça, c'est mon opinion personnelle. Elle veut que pour moi, quoi. J'ai une autre question qui a été partagée, alors là, plus directement pour toi, Caroline. Est-ce que, au travers soit de tes recherches, soit de tes lectures, tu as pu identifier des motivations spécifiques de la part des bénévoles pour choisir notre bénévolat en soins palliatifs? Est-ce qu'il y a des points en particulier qui sont saillants et qui ont fait que ces bénévoles s'étaient tournés vers nous? Alors, les recherches sur les motivations des bénévoles, c'est des recherches relativement classiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait, et quand il y a quelque chose qui est fait, c'est plutôt là-dessus. Donc, les motivations étaient relativement pas mal étudiées. Donc, les motivations pour les bénévoles sont altruistes, mais pas que altruistes. Elles sont aussi teintées de gains personnels. Elles évoluent avec l'âge et avec le niveau d'engagement, c'est-à-dire que c'est pas pareil quand on s'engage et quand on est engagé, c'est pas pareil quand on est plus jeune ou quand on est plus âgé. Donc, les plus âgés sont plus motivés par des ressorts altruistes que des ressorts personnels. Les plus jeunes sont plus sur des ressorts personnels que sur des ressorts altruistes. On connaît tous dans notre entourage des jeunes enfin moi, ma fille me dit, il me faut sur ma ligne de CV bénévolat parce que sinon, ça ne fait pas sérieux pour faire un concours pour une grande école, etc. Donc, si ça ne s'appelle pas vraiment des motivations altruistes. Donc, les jeunes, ils ont besoin
ça n'existait pas de mon temps, ça. On faisait du bénévolat pour faire du bénévolat, pas pour la ligne de CV. C'est pas pour ça qu'ils ne sont pas gentils, les jeunes, donc c'est teinté. Mais en tout cas, c'est plus altruiste chez les anciens et plus personnel chez les jeunes. Et c'est plus altruiste pour les gens qui démarrent que pour les gens qui sont dedans, puisque ceux qui sont dedans, s'il n'y a vraiment rien en retour, un peu, voilà. Donc, il n'y a pas que les jeunes qui ne sont pas que altruistes, il y a aussi les gens qui sont dans le vrai engagement et qui ont aussi quand même besoin d'un certain gain personnel. Donc voilà, le gain personnel et l'altruisme dans un mélange différent, mais en tout cas ni tout l'un ni tout l'autre. Et ensuite, la chose qui ressort quand même le plus, c'est quand même qu'on est motivé par une expérience de vie. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, si, tout à fait. Dans les messages écrits, là, j'en ai un qui est peut-être sur le champ de voilà jusqu'où on peut aller. Alors, ce sera peut-être l'occasion d'un partage avec les associations au cours de cette année 2023. On a une de nos associations qui ne fait pas que de l'accompagnement bénévole en soins palliatifs. C'est la SP87 à Limoges. Ils ont aussi une équipe de clowns et donc il y a une bénévole qui vient de partager par écrit le fait que pour elle, ça avait été très intéressant de faire sa formation aussi avec des clowns. Donc, ils vont pas avoir le même type d'intervention, mais dans mon souvenir, ils ont une partie de formation commune et l'association intervient sur les deux plans. Voilà, ça peut aussi donner à penser. On essaiera, voilà, je vais à Limoges dans pas longtemps. On doit essayer dans l'année d'avoir un petit moment pour mettre en lumière cette initiative et voir ouais, si d'autres associations peuvent être intéressées. Il est 19h15. On a déjà parlé de pas mal de choses. Vous avez pas mal rebondi, je m'en réjouis. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions que les uns ou les autres souhaiteraient partager? Voilà, n'hésitez pas. Caroline, toi, est-ce qu'il y avait d'autres points que tu souhaitais moi, aborder? je voudrais quand même vous partager quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir, hein, parce que quand même beaucoup discuté avec les uns et les autres, et parfois, j'entends, mais bon, c'est dur, quoi. C'est dur de recruter, on n'est pas nombreux, c'est dur de garder ce qu'on a, c'est dur d'en trouver des nouveaux. On a l'impression que est-ce qu'on va pas finir par avoir plus personne, par être tout seul, par mourir. Enfin, parfois on a des petits moments quand même c'est pas simple de garder du courage et de l'espoir. Et donc, je voudrais quand même vous partager quelque chose que j'ai vu en allant un petit peu à l'extérieur de nos frontières. Et, et le monde anglo-saxon, qui est très, très tourné vers le bénévolat, parle énormément aujourd'hui de tous ces mouvements qui sont très larges, qui sont basés sur le bénévolat et sur la société civile, et qui sont très dynamiques et très actifs. Et en fait, les soins palliatifs, c'est tellement une nécessité et il y a des besoins qui sont tellement énormes que finalement, ils ne vont pas avoir d'autre choix que de se tourner vers les bénévoles de plus en plus. Donc, vous n'allez vraiment pas mourir, vous inquiétez pas, parce que déjà qu'ils avaient besoin de vous avant, mais enfin, le monde entier est sur du community-based et sur des modèles de bénévolat qui deviennent de plus en plus larges. Alors oui, il faudra peut-être s'adapter un petit peu, mais il y aura toujours de la place pour les bénévoles. Et moi, je pense que enfin, la nécessité du bénévolat en soins palliatifs, elle ne fait que s'accroître. Et donc, je ne pense vraiment pas qu'il y a un risque de s'étendre. Merci beaucoup pour ce message, Caroline. Mais il y a eu pas mal de messages optimistes, j'ai l'impression, ce soir. Parce qu'au final, beaucoup d'assauts ont dit que des jeunes venaient à eux.
et que manifestement, en tout cas, il y avait une dynamique de recrutement. Ça, c'est positif. On a vu aussi que on peut peut-être mieux valoriser, et là, enfin voilà, être là et concerné au premier rang, mais mieux valoriser toute cette expérience, ce vécu de nos bénévoles que toi, tu vois comme une force. Donc voilà, de la même manière qu'on essaye de valoriser la formation, mais au final, voilà, on peut vraiment être fier de ça et en faire un atout pour aller séduire et chercher les bons bénévoles, ceux qui ne nous connaissent pas forcément encore. Donc, ouais, il y a un certain nombre de pistes comme ça, et puis aussi pas mal de pistes de réflexion que tu as pu ouvrir. Voilà, tu as pu aussi rebondir sur un certain nombre de saines tensions, comme la question de l'intégration avec les équipes soignantes, dont on sent que je pense que ce sera jamais un truc complètement résolu, mais c'est quelque chose d'assez sain finalement de s'interroger sur la relation qu'on a avec les équipes soignantes et d'essayer de trouver le meilleur, la meilleure façon d'agir à leur côté. Donc voilà, merci pour tous ces messages positifs, pour toutes ces pistes de réflexion. Bertrand, tu voulais faire une dernière intervention? Oui, vous m'entendez? Oui. Bon, alors oui, je voulais peut-être faire oui, une dernière intervention, mais je vais peut-être m'éloigner du sujet. On a souvent évoqué avec des responsables d'associations ou des bénévoles, on a souvent évoqué la difficulté à recruter, et on a tout petit peu survolé le problème tout à l'heure. Et moi, si je puis me permettre un peu peut-être de donner un conseil, c'est de surfer sur l'actualité. Les soins palliatifs sont vraiment au cœur de l'actualité depuis que le président de la République a décidé de convoquer une convention citoyenne, etc. Et du coup, on parle beaucoup dans les journaux, à la télé, à la radio, on parle beaucoup des soins palliatifs. Et je me demande, enfin, j'ai constaté que le moment était sans doute opportun d'organiser des manifestations grand public euh, avec quelquefois des thèmes qui, a priori, auraient pu paraître un peu rébarbatifs. On a organisé chez nous une conférence sur spiritualité et fin de vie où je me suis dit on va se retrouver à une dizaine et encore. En fait, on s'est retrouvé on était 240. Et j'ai interrogé un peu, après, il y a eu une petite collation, et j'ai interrogé un peu des personnes qui étaient venues participer et non pas seulement entendre. Et en fait, elles m'ont dit, mais c'est parce que on s'est rendu compte que finalement, grâce au débat qui avait été lancé par le président de la République, on s'est rendu compte qu'on était concerné et c'est ce que disait peut-être Caroline tout à l'heure, on ne savait pas de quoi effectivement on parlait quand on parle de soins palliatifs. Alors euthanasie, là, à peu près tout le monde connaît à peu près le terme, et je m'interroge sur le fait de savoir si on ne peut pas profiter d'être au centre, au cœur de l'actualité pour pouvoir justement davantage parler de notre bénévolat et de cette façon recruter, attirer à nous de nouveaux bénévoles. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Alors, si je peux juste rebondir, Bertrand, effectivement, ce que j'ai lu sur le profil du bénévole français, c'est que c'est une personne qui est dans l'écoute, évidemment, hein, vous savez tous très bien écouter, et que c'est une personne qui est très discrète dans sa vie personnelle sur son engagement. Et du coup, si je pouvais terminer par quelque chose, vous qui savez si bien écouter, peut-être faudrait-il parler Oui. parce que finalement, pour recruter, pour faire venir des nouveaux bénévoles, il faut juste se faire connaître. Et c'est tellement méconnu, ce bénévolat, personne ne sait que ça existe seulement. Donc, peut-être écouter les patients comme vous savez le faire, mais dans votre vie, peut-être parler, peut-être plus parler. Merci. Moi, je trouve que c'est une conclusion parfaite. Je n'ai pas forcément envie de rajouter quelque chose. Si ce n'est on ne peut pas forcément toujours avoir toutes les qualités et qu'en tout cas, être là et là pour vous aider à parler et à transmettre cette fierté voilà, qui doit être évidemment un pendant de cette discrétion et de ces grandes qualités d'écoute. Moi, je vous propose qu'on s'arrête là. S'il n'y a pas d'autres questions, et a priori, j'en ai pas vu là sur les dernières minutes s'ajouter.
Un grand merci à toi, Caroline. Merci à vous. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Et donc, encore une fois, si vous avez des idées, des envies, des suggestions de conférences, de sujets à aborder à l'avenir, n'hésitez pas à me les transmettre. Et puis, par ailleurs, sur ce sujet de la recherche, voilà, il n'y a rien encore défini ou sûr, mais il est évident que dans les priorités d'être là, et on en parlera en bureau, en CA, en AG, il y a l'envie de pouvoir s'impliquer et favoriser des projets de recherche sur notre bénévolat. C'est aussi une manière d'en parler qui est importante et j'espère qu'on continuera à avoir des liens avec Caroline pour esquisser de tels projets. Et puis enfin, dans le rôle d'être là, il y aura sans doute des occasions dans l'année, de la même manière qu'on consulte parfois les responsables associatifs, ben, sans doute qu'il serait intéressant, une fois par an, d'avoir quelques questions posées à l'ensemble de nos 1300 bénévoles. Je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à nous apprendre. Voilà, merci à tous pour votre participation. Un grand merci, Caroline. Merci, Et merci. puis, à très bientôt. Ah non, il y a une dernière question de Marie-Annick. Donc, on ne va pas Oui. partir sans essayer de l'écouter. Ben moi, je voulais juste dire que j'ai eu la chance, je suis une nouvelle bénévole dans l'association Être là à Espévar. Et en fait, je suis arrivée au moment où un flash mob se mettait en place et ça a été hyper gai, dynamique. On a vraiment eu beaucoup de bénévoles suite à ça parce qu'il y avait 50 danseurs aux couleurs d'Être là et on en a parlé autour de nous, on en a entendu parler. Donc voilà, c'était vraiment une magnifique manifestation. Et pour la petite histoire, j'ai fait le point moi, avec notre agence de communication il y a très peu de temps. Et c'est le post qu'on a relayé sur les réseaux sociaux qui a eu le plus d'audience. Et en fait, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont entendu parler des soins palliatifs et de l'accompagnement et de nos bénévoles grâce à ça, sur une manifestation un peu décalée. Voilà. Ouais, super. Merci beaucoup, Marie-Annick. Merci à tous. Passez une excellente soirée. Et puis à très bientôt. Au Merci revoir. Mathieu, à Au bientôt. revoir, merci. Au Au revoir. revoir.